venez de nous rejoindre, surtout ne changez pas de chaîne, vous regardez i24 News, c'est midi ensemble, c'est l'heure de notre grand dossier. Aujourd'hui, nous allons parler des nouveaux styles de famille. Le nombre de femmes qui utilisent le don de sperme a triplé en 30 ans. Ces femmes décident à un moment donné de leur vie d'avoir recours à une insémination artificielle pour faire un bébé toute seule. D'autres ne veulent pas priver leur enfant de figure paternelle et décident d'avoir un bébé avec un papa gay, par exemple. C'est le cas de Karen Kirsch. Je vous ferai la connaissance dans cette émission. Pour en parler en plateau avec moi, Claire Bensadoun. Claire, bonjour. Vous êtes psychologue, merci d'être là aujourd'hui. À vos côtés, Daniel Drey, bonjour. Vous êtes médecin sexologue et vous êtes d'ailleurs spécialiste de la thérapie de couple. Et puis vous, Brigitte Sidbon, vous êtes philosophe, vous êtes chercheur au CNRS et vous avez notamment écrit un bouquin qui s'appelle Bergson et Freud. Merci de nous faire l'amitié d'être là aujourd'hui. Cette émission, c'est avant tout la vôtre. Marianne Bougrain est devant son ordinateur. N'hésitez pas à lui envoyer vos questions, vos commentaires. Elle interviendra régulièrement dans Midi Ensemble. Allez, le programme est chargé, on est parti. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, nous sommes descendus dans la rue et nous avons demandé aux Israéliens s'ils pensent qu'il vaut mieux avoir un enfant toute seule ou pas d'enfant du tout. Regardez. Pour une femme, un enfant, c'est quelque chose de normal. C'est pour ça qu'on a été créé avec des organes pour le faire. Je pense que c'est très triste qu'une femme ne puisse pas accomplir ce potentiel. Ça dépend de chaque femme, ce qu'elle pense et ce qu'elle veut. Chacun fait ce qu'il veut. Si elle veut faire un enfant sans mari, qu'elle le fasse. Pour moi, ce n'est pas un problème. Sans père, oui. Si ce n'est pas possible autrement, alors oui. Je pense que le choix doit revenir à la femme avec ce qu'elle veut faire de sa vie. Si elle veut avoir un enfant et qu'elle est capable de l'élever, je pense qu'elle doit avoir cette possibilité. Des enfants, c'est toujours bien. La manière dont ils arrivent au monde n'est pas très importante. Moi, je ne vois pas un manque. Quand il n'y a pas de père, une mère peut jouer les deux rôles. Elle peut avoir un partenaire ou être célibataire. Il vaut mieux un enfant sans père que pas du tout. Cela dépend de la femme. Si elle est stable financièrement, qu'elle a un bon travail, je pense qu'elle peut avoir un enfant seul. Les enfants, c'est la création, c'est la continuation de la vie. Le plus important, c'est de créer la vie. Le reste, les affaires, l'argent, les femmes, ça n'a pas d'importance. Quand tu fais un enfant, tu crées quelque chose et c'est ça qui est intéressant. On vient de le voir dans le micro-trottoir indien Daniel Drey. Personne n'est contre l'idée qu'une femme puisse avoir un enfant toute seule et les hommes sont aussi concernés que les femmes. Tout à fait. Je pense qu'en Israël, en fait, il faut bien comprendre que l'enfant est au centre de la société, au cœur de la société, beaucoup plus que le couple, ce qui est le cas, la situation à laquelle on est habitué en France, où le couple est en avant. Aux États-Unis, ça va être l'individu. Dans les pays musulmans, ça va être l'homme. Eh bien, en Israël, c'est l'enfant. C'est même pas la famille, c'est l'enfant. L'enfant à tout prix. Un enfant seul, en Israël, on n'existe pas. Il faut avoir un enfant, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Et c'est fabuleux parce que même nos gays en Israël ont le plus fort taux de natalité du monde. Alors, on peut être très fiers. Et d'autant plus que nos gays en Israël ont quand même un taux de natalité qui est plus fort qu'une famille straight en France. Ce qui est assez incroyable parce qu'en fait, on va faire à chaque fois tout ce qu'on peut pour avoir un enfant. L'enfant est au centre de la vie. Alors justement, Claire Bensadoun, est-ce que c'est un choix délibéré pour ces femmes d'avoir un enfant toute seule ? Alors dans ce cas-là, c'est quand même souvent une solution qui s'impose à elles, puisque ce sont quand même dans la majorité du temps des femmes qui ont entre 35 et 40 ans, qui n'ont finalement pas fait la bonne rencontre et qui, pour avoir cet enfant à tout prix, comme on vient de l'entendre, c'est vrai qu'avoir un enfant, et surtout en Israël, c'est vraiment quelque chose de primordial, vont se tourner vers cette solution-là, finalement. Alors justement, Brigitte Sidbon, vous connaissez bien la société israélienne. Est-ce que vous ne trouvez pas que finalement c'est contradictoire avec les valeurs religieuses d'envisager cette éventualité ? Je pense qu'au sein même de la religion juive, il y a, comme vous disiez à juste titre, une valorisation et de la vie et de la filiation et de la transmission, précisément dans le judaïsme. Maintenant, il y a un aspect effectivement moral qui est un peu bafoué, quelque peu, et j'ai parlé avec quelques personnes, ça ne les gêne pas du tout en fait d'avoir recours à la biotechnologie, à des méthodes, on va dire, plutôt extra-naturelles. D'accord. Alors justement, vous pensez que c'est spécifique à Israël, justement, cette vision de la maternité, Daniel ? Oui, moi je pense qu'en fait, cette vision de la maternité, et je répéterai toujours, là je vais insister pour mettre aussi les hommes au cœur du débat et de la paternité en disant qu'on trouve toujours, parce que ça c'est ça la force, j'allais dire, de la société israélienne, même du judaïsme, la solution religieuse qui va nous permettre d'avoir le droit de faire un enfant avec une aide biomédicale. Alors on va chercher le sperme de quelqu'un qui est à l'étranger, qui n'est pas juif, ou alors on va chercher le sperme de quelqu'un qu'on connaît.
Et comme ça, on aura effectivement cette filiation qui est très importante. Il y a eu cet état, ce cas très évoqué pendant la dernière guerre à Gaza, où finalement un soldat mort les parents d'un soldat mort ont décidé d'avoir un enfant avec le sperme de ce soldat. Et il y a eu des centaines de femmes qui ont demandé justement à faire un enfant avec cet homme décédé. En fait, pourquoi ? Parce qu'elles voulaient leur famille. Elles savaient qui était le père, et je crois que même dans un don de sperme, la notion de filiation est une notion passionnante. On a envie de savoir qui est derrière le sperme. Il peut être là ou pas là, on a envie de savoir qui c'est. Alors justement, nous avons demandé aux Israéliens s'ils pensaient qu'un enfant peut grandir sans père. Regardez. Bien sûr que je suis certaine que les enfants peuvent grandir sans père. Il y a beaucoup de familles comme ça où les enfants se développent dans un environnement formidable. Dans notre société, oui, il y a tellement de types de familles différentes. Ce n'est plus un papa et une maman. Des enfants sont éduqués par leurs grands-parents, par leurs frères et sœurs. Ce n'est plus un père et une mère. Le plus important, c'est l'amour. Si elle gagne sa vie et si elle est responsable, alors c'est possible. Sans aucun problème. Aujourd'hui, notre génération vit dans un monde ouvert où il y a plein de moyens différents d'amener une figure paternelle. Ce n'est pas comme avant où un enfant sans père était considéré comme une moitié d'enfant. Oui, je pense que c'est possible. Ma mère m'a élevé seule, mon père n'était pas souvent là, et je pense qu'elle m'a bien éduqué. Alors on vient de le voir, pour les Tel Avivis, l'absence de père n'est pas problématique du tout, Daniel Drey. Oui, tout à fait. Je pense que le débat qu'on a connu en France sur la notion de une famille, c'est un papa et une maman, je crois qu'en Israël, c'est quelque chose qui est complètement dépassé. On n'en est pas là. Une famille, en Israël, c'est un enfant. Et autour de cet enfant, il y a de l'amour. Et quand j'ai vu des couples de gays qui font un enfant, je dirais qu'ils n'ont pas deux papas. Ils ont deux mamans. Quand je vois deux gays qui font un enfant avec une femme, ils n'ont pas deux papas et une maman, ils ont trois mamans. Et en fait, je crois que l'absence du père est finalement quelque chose qu'on arrive à dépasser. D'accord, on trouve toujours une figure paternelle et on va souvent se retrouver avec justement trois Claire mamans. Ben Sadoun, comment ça se passe pour l'enfant ? Comment vit-il l'absence du père ? Tout dépend ce qui va lui être expliqué à cet enfant, l'âge qu'il va avoir. Mais ce qui est très important, effectivement, c'est d'avoir un repère paternel. Il faut avoir une personne dans son entourage, une personne qui soit aussi acceptée par la mère comme quelqu'un qui va représenter l'autorité paternelle. Et cette personne va avoir différents rôles. Il va être une figure identitaire pour l'enfant. L'enfant va prendre cette personne comme modèle. Il va être une personne qui va différencier aussi les sexes entre la mère et l'homme. Et il va être aussi le représentant des interdits. Et voilà. Et donc, c'est très important d'avoir ce repère paternel. Mais Brigitte Sisbon, comment grandir sans père ? Comment s'en protéger finalement ? Alors, je vois que vous deux parlez de l'après, mais au fond, quand même, ce qui est fondamental dans toutes ces méthodes biomédicales ou pas biomédicales, d'ailleurs, souvent un peu assistées en tout cas, c'est la question de l'origine. C'est-à-dire, on en vient à priver quand même celui qui sera le petit homme, comme on dit, d'origine et surtout de l'acte fondamental qui va structurer son psychisme, l'acte sexuel originel. Donc il y a quand même quelque chose qui n'est pas aussi idyllique que vous semblez le présenter. Et je ne suis pas certaine que même s'il y a un après, avec de l'amour, etc., que la structuration psychique se passe comme on le désirait. Alors, moi, je pense que par expérience, pour avoir vu ces enfants qui grandissent, parce que finalement, c'est un phénomène de société en Israël, ce sont des enfants qui grandissent et qui grandissent avec énormément d'amour. Des enfants qui sont des enfants rois, un peu tout-puissants. Alors, la notion de sexualité, c'est une notion fabuleuse, parce que vous avez raison, ça représente, la sexualité est une notion fondamentale en France. On grandit en France, on ne se rend pas compte, et on se rend compte uniquement quand on quitte la France, dans une société où le sexe est omniprésent, et où la sexualité est très importante. Vous êtes en train de dire qu'en Israël, c'est pas la même chose ? Exactement. En Israël, quand je suis arrivé en Israël il y a 15 ans, vraiment, la sexualité est un sujet, j'allais dire, secondaire. L'amour. Voire tabou. Voire tabou. Parce que finalement, ces méthodes-là, finalement, il y a un inconscient dans ces méthodes. C'est probablement on enlève la sexualité d'une certaine façon. Psychiquement, moi, je me demande ce que ça va. L'amour entre un homme et une femme, ou entre un homme et un homme, ou une femme et une femme, est aussi quelque chose de difficile. Voilà, on est capable de faire passer l'amour en seconde. Beaucoup de réactions des téléspectateurs. Marianne Bougrain, alors dites-nous, évidemment, ce sujet suscite beaucoup de questions.
En effet, on a reçu beaucoup de messages et je vais vous en partager notamment un, celui d'un téléspectateur qui habite à Tours et qui a été adopté et qui nous avoue avoir extrêmement souffert de la situation, de ne pas connaître l'identité de ses parents biologiques, malgré tout l'amour qu'il porte pour ses parents adoptifs. Et il se demande si cet enfant qui sera né grâce à un don de sperme ne subira pas les mêmes problèmes que lui a pu subir lorsqu'il était plus jeune. Alors qu'en pensez-vous, Daniel Drey? Bien, je pense que tout comme notre chercheur du CNRS, Madame Sidbon, à mon avis, je pense que la question est complètement différente. Là, on ne parle pas de l'idée de faire un enfant à plusieurs, ou à deux, ou à un homme, une femme. On est en train de parler de l'origine. Et évidemment, chacun a le droit de connaître son origine. Je crois que le drame, c'est les naissances sous X. Je crois qu'on a de plus en plus envie de savoir qui est le père, qui est la mère. Même quand deux personnes homosexuels vont faire un enfant avec une femme aux États-Unis, on aura malgré tout envie de savoir un jour qui a été cette femme. Et à partir du moment où il n'y a pas de secret, on peut se développer de manière tout à fait saine sur le plan psychologique. Vous êtes d'accord, Brigitte ? Absolument. La question de l'origine, elle est primordiale, je pense, dans cette question-là. Et elle est occultée par toutes ces méthodes technologiques. Et la bonne question, c'est savoir d'où on vient. Enfin, ça permet cette structuration psychique plus tard. On n'est plus dans le temps du secret. Je pense que j'ai grandi, il y a de nombreuses années, à une époque où tout était secret. L'adoption était secrète, le don du sperme était secret, tout était secret. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ce qui crée le plus de lésions sur le plan psychologique, c'est le secret. On a envie de savoir qui on est. Alors, pour les femmes qui n'ont pas fait la bonne rencontre, qui voient l'horloge hormonale avancer et qui décident de faire un bébé toutes seules, vous allez voir, il y a différents profils de donneurs. Comment les femmes les choisissent-elles? Quels sont leurs critères de sélection? Vous savez qu'en Angleterre, par exemple, on peut choisir un père sur le critère du loup. Pour le savoir, nous nous sommes rendus dans une banque du sperme israélienne. Regardez. Bonjour Guy, comment allez-vous? Bonjour. Quel est votre profil militaire? Je suis Teshim Besheva 97. Est-ce que vous avez fait des tests psychométriques? Oui, j'ai eu 730. Cet entretien est aussi compliqué qu'un entretien d'embauche. Les candidats sont jugés sur leurs connaissances, leur capacité physique, l'unité qu'ils ont intégrée lorsqu'ils étaient à l'armée, ou encore leur goût culturel et artistique. Qui est ton exemple dans la vie? Quelqu'un pour qui tu as de l'estime? Dans ma vie, j'essaye de m'approprier le plus de personnages différents et d'adopter leur bon côté. Seul un candidat sur 10 réussit à passer les épreuves physiques et intellectuelles mises en place par la compagnie. Certaines femmes ont des goûts spécifiques pour trouver leur homme qui leur apportera l'enfant parfait. Les femmes sont assez précises sur leurs critères. Blond avec des yeux bleus. De préférence ashkénaze. Mais des yeux verts feront l'affaire aussi. Un niveau d'études supérieur. S'il a des lunettes, pour moi, je le veux pas. La banque cherche aussi la star auquel le donneur ressemble le plus pour l'inscrire dans le catalogue qui sera présenté aux femmes. Je m'assois et je les regarde. Il y a toujours quelque chose qui me rappelle quelqu'un. Il y en a un qui ressemble à Matthew Perry ou encore Oz et Avi. Un de nos beaux donateurs que j'aime beaucoup ressemble à Henri David. Et comme beaucoup d'autres femmes, Yael a voulu que sa fille soit à son image. Elle a donc choisi un donneur qui lui ressemble physiquement. Alors Claire Bensadoun, on voit que ces femmes sont très précises sur leurs critères de choix. On a l'impression d'être au marché. Est-ce que ça vous choque ? Disons que quand on choisit sur des critères physiques pour qu'il y ait une cohérence, ça paraît quand même assez naturel. Par contre, sur d'autres critères comme le look ou autre, ça peut être quand même une dérive. Avoir un enfant, il y a aussi quand même une part d'inconnu pour accueillir cet enfant. Et puis, il y a aussi, finalement, pour toute mère, le deuil de l'enfant parfait qui arrive, que ce soit par don de sperme ou de façon naturelle, il y aura ce deuil finalement à faire. Dites-moi, Daniel Drey, vous ne les trouvez pas un peu égoïstes quand même, ces mères ? Bien, je pense qu'en fait, on a tous envie, toutes ces mères, toutes ces femmes ont envie à un moment donné de faire partie de cette grande aventure humaine. Elles n'ont pas envie que ça s'arrête là. Elles n'ont pas envie et en plus, elles n'ont pas envie de renoncer non plus à l'amour. Et je crois que quelque chose de très intéressant dans ce qu'on voit ici, c'est pas du tout de l'égoïsme. C'est le fait de se dire, je vais choisir un enfant qui me convienne à moi, d'accord ? Je vais mettre l'amour de côté pendant un moment, je parle beaucoup d'amour, et ensuite,
Donc je vais être moins effrayante aux yeux d'un homme que je vais pouvoir rencontrer par la suite, puisque j'aurai déjà des enfants. Je ne vais plus être une chercheuse de sperme ou une voleuse de sperme. Et donc cet enfant, il va être pour moi. Et l'amour, j'aurai toute la vie pour l'encontrer. Brigitte, qu'est-ce que vous en pensez? On a l'impression qu'elle rentre dans un magasin pour acheter une paire de bottes ou un sac. C'est de la science-fiction, mais de toute façon, en même temps, quand on est avec un partenaire, on le choisit aussi selon des critères totalement abstraits, contingents. Donc pourquoi pas choisir son enfant à partir des mêmes critères? Au fond, on occulte toujours cette question qui revient. C'est on fait un enfant sans origine. Sans origine. Parce que l'insémination artificielle, il y a le terme artifice dedans. Absolument. On devient à des l'encontre apprentis du naturel. Absolument. On est dans l'extra-naturel. On est des apprentis sorciers. Et au fond, toutes les dérives sont possibles dans ce cas-là. On a envie, malgré tout, j'ai envie malgré tout de dire, on est dans un site de rencontre. D'accord ? On va choisir celui qui nous correspond le mieux en fonction de critères qui sont sur du papier ou sur Internet. Et finalement, quand dans la vie on rencontre quelqu'un d'autre, finalement ça ne va pas du tout être cette personne. On va le connaître, il y aura des sentiments. Là, la seule chose qu'on va mettre de côté, c'est peut-être quelque chose d'important, sont les émotions. Mais je crois que avoir le sperme d'un prix Nobel ne donnera pas en fait un enfant très intelligent. Avoir le sperme d'un homme très beau, les émotions, exactement. Et je pense qu'il faut surtout choisir en fonction de son cœur. Je crois que c'est ça qui compte. Alors Marianne, à nouveau avec nous, d'autres réactions Marianne sur le web? Alors oui, complètement Valérie, notamment celui d'Alexandra qui vient de Marseille et elle, pour le coup, elle est complètement choquée de ce qu'elle vient de voir. Pour elle, un enfant, c'est absolument pas à la commande, que le désir ne peut pas tout diriger et elle nous dit en gros que si on a un enfant, tant mieux et si on n'en a pas, tant pis. Alors justement, qu'est-ce que vous en pensez Brigitte? Parce qu'on parle de la négation de l'acte sexuel, finalement, est-ce que c'est pas la négation de l'amour? Absolument, on le dit depuis le début, c'est sous-jacent à tout ce débat. Quand on a recours à ces méthodes-là, encore une fois, alors c'est un a priori très moraliste en fin de compte. On gomme l'amour, donc on fait des enfants sans l'acte sexuel amoureux, pas seulement l'acte sexuel. Ou alors on le rajoute, si on est dans un couple homosexuel. Qui a envie d'un enfant. Oui, mais oui, bien sûr. Mais là, vous parlez de l'après. Moi, ce dont je parle, c'est de l'origine, c'est de la conception. Donc, c'est déjà compliqué, il me semble, quand il y a l'acte sexuel et l'amour. Mais que dire quand il n'y en a plus et quand l'origine, elle est assez bizarroïde. Claire Bensadoun, porter ce poids d'être finalement un enfant qui n'a pas été fait par amour, c'est un poids qu'il va porter toute sa vie, cet enfant-là. Alors, ça dépend des personnes. Il y a effectivement des enfants qui vont le vivre de cette façon-là, qui vont être en recherche identitaire constante, qui vont être un petit peu à la recherche de ses origines, et puis d'autres qui vont dire finalement, je ne connais pas mes origines, mais je suis construit avec d'autres choses, avec son environnement, avec l'éducation, avec les rencontres qu'il va faire. Et c'est ce qui va lui permettre d'avoir aussi un bon développement psychologique. Donc, alors justement, je vous propose de regarder un autre reportage et de nous intéresser aux hommes. Qui sont ces hommes qui donnent leur sperme? Le font-ils pour gagner de l'argent, par altruisme? En tout cas, c'est une vraie démarche. Vous allez voir ici en Israël, le don de sperme est anonyme. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Regardez. Nous voilà dans les locaux d'une banque de sperme israélienne. Des hommes venant de plusieurs pays se rendent ici pour donner leurs semences en échange de quelques dizaines de shekels. C'est bien payé. Et en plus, je peux aider un couple qui n'a pas la possibilité d'avoir un enfant. J'ai toujours voulu avoir des descendants. Et quoi qu'il puisse m'arriver dans la vie, au moins je sais qu'il y aura une suite quelque part. Contrairement aux autres donneurs, Itzik n'est pas motivé par l'argent, mais plutôt pour des raisons idéologiques. Tout d'abord, la mégalomanie, je veux propager mon ADN. Je voulais être à l'origine de la création de nouvelles vies et aider les gens. La majorité des donneurs que nous avons rencontrés ont refusé d'être interviewés et ceux qui ont accepté ont quand même préféré être masqués par peur du ridicule. Les opinions à ce sujet sont très divisées. Même le fait de vous parler à la télé, je me demande si c'est une bonne idée. J'ai peur de me ridiculiser ou de ridiculiser les autres personnes concernées. Le don de sperme en Israël reste anonyme. Ce n'est pas le cas aux États-Unis ou en Suisse où les enfants pourront par la suite rencontrer leur géniteur. Je me suis imaginé être à la place d'un enfant qui voudra un jour connaître ses origines et qui ne pourra jamais rien savoir. Ça signifie qu'une partie de lui est complètement effacée et inconnue. Yael a préféré faire une demande auprès d'un donneur étranger pour que sa fille puisse connaître ses origines. Je veux qu'elle ait la possibilité de pouvoir rechercher et découvrir par elle-même qui est son père. On ne va pas demander à cet homme de devenir son père, mais au moins bien vouloir rencontrer ses descendants. Une optique qui fait peur à de nombreux donneurs.
Je pense que s'il n'y avait pas eu la loi qui protège les donneurs, j'aurais abordé le don différemment et j'aurais beaucoup hésité. À partir du moment où des émotions et des obligations père-enfant sont impliquées, ça change complètement les choses. L'anonymat devient difficile à garder. Aujourd'hui sur Internet, des sites peuvent aider les enfants qui le souhaitent à trouver leurs proches grâce à une analyse d'ADN. J'ai fait quelque chose de bien, mais je veux le garder pour moi. Je n'ai pas envie que ça se sache. S'il n'y avait pas eu d'anonymat, je n'aurais pas fait ce nom. Alors dans le reportage, les hommes ont l'air très effrayés de lever l'anonymat. On voit bien que certains d'entre eux craignent de se retrouver obligés d'assumer une paternité, également sur le plan financier, Claire Bensadoun. Oui, c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils peuvent faire ce don, mais ils ne veulent pas d'investissement après dans cette relation. Donc lever l'anonymat, ça voudrait dire les investir dans cette relation et ce n'est pas forcément ce qui est souhaité. Brigitte Simon, que pensez-vous de ces hommes qui donnent leur sperme? Leurs motivations, ils sont un peu narcissiques quand même. Alors j'ai entendu dans ce reportage qu'il y avait une histoire d'idéologie. Je ne connais pas une idéologie qui invite à donner son sperme. Maintenant, je pense qu'effectivement, il y a une grande part de narcissisme, de toute puissance aussi, de jouer les maîtres tout-puissants et de se dire qu'on a quelque part dans le monde des descendants, même si on ne les connaît pas. Je trouve effectivement... Docteur Drey, une diminution drastique des donneurs, finalement, en cas de levée de l'anonymat, il y en aurait beaucoup moins. Mais évidemment, je pense qu'en fait, l'anonymat est problématique. Moi, je préfère qu'on ait moins de donneurs, mais qui soient prêts à assumer finalement leurs gestes, plutôt que de plus de donneurs anonymes. Un des phénomènes essentiels dans le fait de donner son sperme, c'est aussi le fait de se dire, on a des dizaines de milliards de spermatozoïdes et on a envie de les propager. D'accord ? Alors, il y en a beaucoup qui vont mettre toutes les théories des relations extra-conjugales sur ce thème-là, en disant, voilà, l'homme a envie d'avoir des enfants à tout prix. Eh bien, je pense que ça, c'est quelque chose qui nous permet justement de réaliser ce fantasme. Et alors, il y a peut-être des hommes certainement à qui ça peut correspondre. Et je pense que l'anonymat est une mauvaise chose. En tout cas, l'idée de ces nouvelles familles a fait son chemin et n'a pas l'air d'effrayer les Israéliens. Je vous propose de faire la connaissance de Keren Kirsch. À 38 ans, elle a décidé d'avoir un enfant. C'est un autre exemple de famille, puisque le papa de l'enfant est homosexuel. Elle a choisi ce cas de figure car elle ne voulait pas priver son enfant de papa. Regardez. Karen, hi. Thank you. Karen, bonjour, merci d'ouvrir vos portes à i24 News. Il y a moins d'un an, vous êtes devenue l'heureuse maman d'un joli petit garçon. Son prénom est Eyal et ce bébé est né dans un cadre bien particulier. Racontez-moi cette histoire. Eh bien, j'ai décidé que je voulais un enfant alors que j'approche de la quarantaine. Je n'y suis pas encore, mais je voulais un enfant maintenant et ne pas attendre de rencontrer la bonne personne. J'ai dû réfléchir si je voulais le faire toute seule et je me suis dit que non, que je voulais donner un père à mon enfant. Donc je me suis unie à un homme homosexuel qui ensuite s'est mis en couple et nous avons eu un enfant tous ensemble. Nous avons une belle, grande et heureuse famille, une famille différente. Combien de temps vous a-t-il fallu pour prendre ce genre de décision? Comme vous nous l'avez dit, c'est très facile d'avoir un enfant toute seule, en particulier ici même en Israël. C'est quelque chose de commun de voir des mamans seules avec un enfant. Mais comment avez-vous pris la décision d'avoir un enfant avec un papa gay? Le point important ici n'est pas le père homosexuel, c'est juste le père. J'ai beaucoup réfléchi si je voulais un enfant seul, mais surtout si je voulais que mon enfant traverse sa vie sans figure paternelle. Et ce n'est pas ce que je veux pour mon enfant. Je veux que mon enfant ait deux parents. Oui, mais enfin, vous comprenez bien que c'est pas très commun. Non, c'est beaucoup plus commun que ça ne l'était avant. Je n'étais pas la première. J'ai pu parler à des femmes, à des hommes qui ont fait ce choix, mais ça reste peu commun. Il y a des gens dans ma vie qui m'ont dit « Tu compliques les choses, tu vas devoir partager ton enfant et les décisions qui le concernent pour toujours. » Mais il y a d'autres personnes qui pensaient que c'était la bonne chose à faire pour mon enfant et pour moi. Parlons de ça justement, vos parents par exemple, qu'est-ce qu'ils ont dit?
À ma grande surprise, mes parents ont été très heureux de mon choix parce que si j'avais décidé de faire ce bébé seul, ils auraient dû s'immiscer beaucoup plus dans ma vie de tous les jours et ils auraient dû être des parents et ils auraient dû être d'autres parents de mon enfant. Ils l'auraient fait, ils auraient accepté de le faire et ils auraient été heureux pour moi que j'ai un enfant quoi qu'il arrive. Alors, vous parlez de figure paternelle. Vous comprenez que ici, la figure paternelle n'est pas très traditionnelle. Ce n'est pas traditionnel en effet, mais encore une fois, je ne pense pas que l'homosexualité du père soit le plus important. Je vois ça plutôt comme des parents qui ont divorcé sans s'être mariés et donc sans rancœur, sans animosité. J'ai fait un choix, j'ai choisi quelqu'un pour des caractéristiques et non par amour. Je l'ai tout d'abord rencontré par l'intermédiaire d'amis. Il était dans mon cercle d'amis, donc quelque part je le connaissais. Donc je n'ai pas eu besoin de faire de recherches sur lui, car j'avais de quoi me faire un avis fondé sur lui et me rendre compte que c'était quelqu'un de bien. J'ai choisi quelqu'un de fiable, qui partage les mêmes valeurs que moi, qui veut éduquer l'enfant de la même manière que moi. Quelqu'un qui, même si l'on se dispute, je sais que nous pourrons trouver un terrain d'entente pour s'entendre. Tout cela est très rationnel et quand j'ai réfléchi à une description que je pourrais donner à cette situation, cela ressemble à un mariage arrangé comme les juifs orthodoxes. Racontez-nous comment ça marche votre quotidien, comment vous gérez ça tous les deux. Vous vivez ici à Jaffa, il vit à Tel Aviv, il a un compagnon. Les premiers mois, nous étions tous ici chez moi parce qu'il fallait donner le sein au bébé. Nous étions tous d'accord que pour la première année, je devais être la figure dominante. Maintenant, 2-3 fois par semaine, ils vont le chercher à la crèche et il dort chez eux et je le récupère à la crèche le jour suivant. C'est un partenariat très égalitaire et ça me va très bien. Vous avez été éduquée dans une famille traditionnelle, donc quand vous étiez petite, vous auriez peut-être vous aussi aimé avoir une famille plus classique avec un papa, une maman et un enfant. Je ne vais pas vous mentir et vous dire comme certaines le font que c'est une situation idéale et que c'est la meilleure façon de faire un enfant. Ce serait mentir que de dire que je ne suis pas fatiguée comme les autres femmes ou que c'est super. Non, ce n'était en effet pas mon rêve. Comment pouvez-vous imaginer maintenant que vous allez réussir à trouver un compagnon qui va accepter cette situation? Je ne pense pas que ce soit un si grand problème. Je pense que ça s'est déjà produit auparavant. C'est un tout nouveau type de famille. Il n'y a pas vraiment d'exemples concrets autour de vous. Si, il y a quand même quelques exemples. Nous ne sommes pas les tout premiers et il y a des bons comme des mauvais cas. Est-ce que vous ne pensez pas que ça aurait été quand même beaucoup plus simple, beaucoup moins compliqué de faire un enfant toute seule, c'est-à-dire simplement aller à la banque du sang? Si je devais expliquer cela aux gens, ce serait plus facile, mais ça n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de donner à mon enfant la meilleure éducation possible. Il est aimé, il est entouré, il a un père, il en a même 2. Et puis financièrement, il est beaucoup plus protégé que si j'étais toute seule. Je ne suis pas inquiète. Ça faisait partie de vos critères? Oui, ça l'a été. Merci beaucoup, Keren. Brigitte, une réaction rapide? Oui, je me dis, finalement, elle arrive à concilier l'absence et la présence, l'être et le non-être. Daniel Drey? Je crois que chaque femme, la question c'est un enfant ou pas d'enfant du tout. Mais je crois qu'il vaut mieux avoir un enfant. Claire? Oui, puis là c'est un petit peu différent parce qu'effectivement là ne se pose pas la question de l'origine, le père est là. Par contre il faudra expliquer à l'enfant d'autres choses, qu'il a un schéma familial qui est un petit peu différent quand même. Merci à tous et à toutes. Eh bien, c'est l'heure de conclure ce grand dossier. Merci à vous tous d'avoir été là. Midi Ensemble, la grande édition, ça continue. Surtout, restez avec nous. Merci à Marianne Bougrain qui est devant son ordinateur. Merci à vous de nous envoyer vos questions, vos commentaires. Vous le savez, j'adore vous lire. Restez avec nous. On se retrouve pour notre partie santé dans une poignée de secondes.